nous avons eu l'idée de cette table ronde dans le cadre d'une manifestation qui, pour la première fois, met un peu à Narbonne, et en particulier à la médiathèque du Grand Narbonne, la philosophie donc à l'honneur, sous les auspices de Jean-Jacques Rousseau, puisque c'est les tricentenaires donc, de sa naissance. Et je vais essayer d'introduire un petit peu donc, cette table ronde. Et je vais l'introduire essentiellement à partir un petit peu d'une histoire donc, des idées qui vous montre comment finalement la prise en compte écologique résulte de toute une histoire avec ses aléas, notamment en Occident, puisque je vais surtout parler de l'histoire des idées donc en Occident. Alors dans l'Antiquité grecque, l'homme, par exemple, dans le stoïcisme, est considéré comme une partie donc, de la nature. Il n'y a pas du tout une division entre l'homme et la nature, ou l'homme face à la nature. L'homme se sent partie intégrante de la nature, il ne se sent pas du tout, disons, au centre de la nature, mais il cherche précisément, par sa raison, par ce que les Grecs appellent le logos, à rentrer en harmonie avec elle et avec sa raison. C'est avec le christianisme qu'on va avoir une autre vision, dans la mesure où, vous le savez, dans la Genèse, Dieu confie à l'homme la gestion de la terre. Et c'est là que l'homme va devenir donc, le premier parmi tous les êtres créés, donc le plus important, puisque c'est lui qui va avoir la gestion quelque part de la terre. Donc c'est Dieu qui, quelque part, place l'homme au centre donc, de cette gestion. Et ce changement, si vous voulez, donc, de posture, va progressivement se développer et se renforcer en Occident. Par exemple, dans la Renaissance, c'est assez clair, l'homme est vraiment au centre, disons, de l'univers. Et on va avoir un premier coup de boutoir qui va être peut-être mis en place avec Darwin, puisque jusqu'à maintenant, donc jusqu'au XVIIIe siècle, on croyait, c'était le point de vue de l'Église, qu'elle essayait d'imposer un petit peu partout, que l'homme avait été créé donc, par Dieu, alors que Darwin, lui, montrait que finalement l'homme n'était qu'une espèce animale, disons, parmi les autres. Et du coup, c'est un bouleversement, disons, culturel dans la façon d'envisager les idées, mais que l'homme, précisément, n'était pas face à la nature, mais était partie intégrante de cette nature, puisqu'il était une espèce parmi d'autres, une espèce peut-être un peu différente, mais une espèce, disons, parmi d'autres. Alors cette solution, donc, cette posture, je dirais, de face à face à la nature qui avait été instaurée par le christianisme, elle a été renforcée au XVIIe siècle par la position, notamment, disons, de Descartes, qui, selon sa formule, voulait rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Et ça, c'est une idée qui va beaucoup se développer. Au XVIIIe siècle, avec l'idéologie des Lumières, ou avec le progrès des sciences et des techniques, l'homme s'est rendu compte que la science lui donnait un pouvoir de transformation extraordinaire, disons, de la nature. Et c'est à ce moment-là, finalement, donc, que les techniques aussi se sont beaucoup développées, pensons à l'encyclopédie, par exemple, disons, de Diderot. Et ça a donné lieu, cette idéologie des Lumières, au XIXe siècle, à ce qu'on appelait le positivisme, notamment avec Auguste Comte. Le positivisme, c'est cette idée que, finalement, les progrès scientifiques et techniques de l'humanité vont progressivement amener donc, le bonheur. C'est une espèce d'optimisme sur l'avenir. Si l'homme a un certain nombre de problèmes, ils seront résolus de toute façon par les progrès donc, de la science. Et la science, c'est donc ce qui va apporter aux hommes quelque part le bonheur. Et il faudra attendre précisément donc, le XXe siècle pour voir se retourner cette conception positiviste et optimiste avec ce qu'on a appelé les dégâts du progrès. Alors avec évidemment Hiroshima et Nagasaki, avec Tchernobyl, Fukushima, etc., il y a eu une prise de conscience écologique très importante et on s'est aperçu que l'homme, en transformant la nature, en fait se transformait lui-même d'un niveau biologique au niveau biologique comme une espèce d'instinct de survie, disons, de l'humanité, puisque l'humanité à l'heure actuelle possède la capacité de se faire disparaître par la bombe nucléaire elle-même en tant qu'espèce et en entraînant avec elle une bonne partie donc, des êtres vivants dans la fin, quoi, si vous voulez. Donc, voilà donc une espèce, l'espèce humaine, l'espèce animale, disons, parmi d'autres, mais qui a cette capacité de se faire disparaître en tant qu'espèce, disons, de la Terre. Et ça crée un élément nouveau et qui va fortement interroger, finalement, les penseurs, donc, et notamment des philosophes, peut-être que Daniel en parlera, comme Hans Jonas, notamment dans son livre « Le principe responsabilité ». Donc, cette prise de conscience écologique, c'est là où nous en sommes, disons, aujourd'hui, qui est prise en compte de plus en plus par les citoyens, à travers l'éducation à l'environnement, l'éducation à ce qu'on appelle maintenant le développement durable, les éco-gestes, etc., mais qui prend en charge aussi collectivement de plus en plus dans les politiques publiques qui essayent de faire intervenir un certain nombre de normes
pour précisément essayer de maîtriser la maîtrise, comme dit Edgar Morin. Or, nous le savons bien, d'autant plus avec la crise économique dans laquelle nous sommes, il va y avoir énormément de freins à que cette prise de conscience écologique débouche à cause du pouvoir, si vous voulez, donc financier et d'un souci du profit qui est souvent à court terme, alors que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui vont nous suivre. Voilà, la responsabilité, finalement, disons, devant l'avenir, c'est ça, véritablement, donc, la responsabilité donc, écologique donc, aujourd'hui. Donc, le problème est moins, peut-être, aujourd'hui, la prise de conscience que nous sommes un être naturel et que, donc, si nous transformons la nature dans un certain sens, en la polluant, en la détruisant, elle va se retourner, disons, contre nous, ce qui donne lieu à ce qu'on appelle une écologie humaniste, c'est-à-dire que l'homme a intérêt, quelque part, à préserver la nature pour se préserver, disons, lui-même, mais il va donner lieu aussi à des courants, peut-être que Daniel en parlera, plus radicaux, si vous voulez, comme par exemple la deep ecology, l'écologie profonde. Donc cette conscience, elle grandit, disons, progressivement, mais le problème est de savoir comment agir, quoi. Et c'est là où il y a un certain nombre de problèmes. Et c'est un peu l'objet de cette table ronde, d'essayer de réfléchir comment, on est bien dans le commun, tenir compte, que ce soit dans l'aménagement du territoire, ou dans une certaine conception, disons, du tourisme, et c'est là où les élus, dans les questions d'aménagement du territoire, ont certainement des choses donc, à nous apporter. Comment aussi on peut avoir un développement de l'économie soucieux, quelque part, de ces impératifs donc, naturels, alors que je pense que Henri Solans, là-dessus, va nous dire un certain nombre de choses. Alors moi, je l'appelle un peu un économiste alternatif. Alors tu réagiras, disons, par rapport à ça, parce qu'il s'oppose très fort, si vous voulez, donc, au développement donc, économique capitaliste, disons, actuel. Alors, le problème est de savoir s'il y a des alternatives. Voilà. Est-ce qu'il y a des alternatives, finalement, économiques qui tiendraient compte légitimement des impératifs de la nature aujourd'hui? C'est aussi le problème, disons, de la santé, puisqu'on sait que la santé, disons, développe à travers les laboratoires pharmaceutiques, le développement de la médecine, la spécialisation, le culte un peu dans notre société, si vous voulez, du médicament, et aussi une espèce de spécialisation qui perd de vue peut-être aussi l'unité du corps, et quelque part la relation du corps aussi avec son environnement. Donc tout ça, je pense qu'au niveau de l'histoire de la médecine, donc on va avoir un éclairage donc, sur la question. Et puis peut-être que, bon, comme je commence un peu au niveau de l'histoire des idées de la philosophie, je pense que Daniel Mercier achèvera pour cette table ronde pour redonner le sens philosophique de cette histoire de l'humanité, puisque nous sommes à un moment, disons, anthropologique de notre histoire où il y a des choix absolument fondamentaux à faire pour l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Voilà un petit peu donc, pour situer l'introduction et le sens que nous donnons donc à cette table ronde. Très bien. Alors, précisons aussi qu'après l'intervention de toutes les personnes dont Michel a parlé, évidemment, vous aurez la parole, vous pourrez poser des questions à nos intervenants et qui vous tenteront d'apporter évidemment les réponses. Alors, pour débuter, on va peut-être passer la parole à Richard Sefcik, qui est président du parc naturel de la Narbonnaise, pour qu'il nous dise tout simplement la nature, c'est quoi et quel est son cadre aujourd'hui, en 2012. Je suis chargé finalement de mettre en œuvre des décisions, des politiques qui sont imaginées ailleurs. On parlait de philosophie et je disais à un de mes voisins que je ne suis pas un philosophe, je suis un usager de la philosophie, ce qui me laisse finalement une grande latitude parce que je peux mélanger des concepts sans qu'on m'en tienne rigueur de ce que je peux faire. Et en plus, je pense comme Edgar Morin dans son Chaosmos que les concepts, eh bien, on les met les uns à côté des autres et ils ne s'emboîtent pas obligatoirement. Et c'est très intéressant, cette vision des choses. Bon, moi je crois, une définition de la nature, je ne sais pas, vous en avez tous, hein, c'est simple la nature, hein, c'est la terre, le feu, l'eau, j'en oubliais, l'air, et puis c'est tout ce qui est vivant. Et puis c'est l'homme. Alors, où est l'homme là-dedans? Il faut se poser la question, parce que tout le monde a conscience qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où notre système, notre écosystème global est au bord de l'implosion. Donc si on ne prend pas des mesures très rapidement, et encore on a perdu beaucoup de temps, parce que vous avez tous lu, écouté, regardé ce qui se passait dans ces grands rassemblements mondiaux où on dit
ce qu'il faut faire, et finalement, on ne fait pas grand-chose. Hein, au bout du compte, on ne fait pas grand-chose de réel. Donc je suis tout à fait persuadé qu'il va falloir faire une très bonne analyse des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, parce qu'on n'arrivera pas à trouver de solution si on ne fait pas bien l'analyse des raisons qui nous ont conduits là. Et des raisons, il y en a des tas, des raisons notamment qui ont des relations avec l'émergence de la pensée humaine, si c'est pas un pléonasme d'ailleurs, parce que la pensée elle est qu'humaine pour moi, en tout cas, et matérielle, et matérialiste. Donc il faut se poser des questions. Et moi, je vais lancer un peu le débat. Je pense que à l'époque où nous étions dans le polythéisme, eh bien, l'homme était proche de la nature, et le jour où il a plongé dans le monothéisme, eh bien, il a pris un aller simple pour la barbarie. Quelles seraient les... Tant que vous avez la parole, quelles seraient les priorités, là, dans le domaine de la... Alors, clairement, les priorités... Bon, je vais de l'autre côté, je vais noter quelques éléments qui, pour moi, sont très importants. Il y en a 4. Le premier, c'est de nous éclairer sur les grands enjeux de la place de la propriété privée. Ça, c'est un élément qui me paraît très important. Sur la nature du développement et sur le rôle du marché. Ça, pour moi, c'est aussi un des principaux développements. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je dis. Il y a le rôle de la monnaie, dans son existence, dans la façon dont elle fonctionne, dans les limites que l'on doit instaurer pour qu'elle ne soit pas au service de l'irréel. 2, se pencher sur le problème de la démographie, parce qu'il faut qu'elle soit supportable. Je disais tout à l'heure qu'on parle de développement durable, mais on a très mal traduit le Sustainable Development des anglo-saxons, parce qu'il n'y a pas de développement durable sur une planète finie où les ressources sont limitées. Et puis enfin, c'est de même nature d'instaurer une véritable préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Et c'est dans mon quotidien ce que j'essaie de faire, autant au niveau du parc naturel régional qu'au niveau de ma compétence de l'agglo, puisque je m'occupe de l'eau et de l'assainissement. Et croyez-moi, le problème de l'eau potable, de la sauvegarde des ressources, des guerres auxquelles on assistera rapidement dans le monde sur le problème de l'eau, ce sont de vastes concepts qu'il faut regarder de très près et il faut les remédier au plus vite. Il faut que les politiques au plus vite fassent quelque chose parce que malheureusement ils en ont conscience, mais tous les politiques et d'une manière transversale du reste travaillent sur le court terme et sur le moyen terme. Or là on est dans l'avenir de l'espèce humaine. On travaille sur du long terme et il faut se bouger très vite, parce que si on ne se bouge pas très vite, je pense qu'on ira à la catastrophe. Je ne rejette pas tout ce qui s'est passé, parce que je ne souhaite pas revivre de la même manière que j'ai vécu enfant dans la première moitié du XXe siècle. Hein, on a apporté un certain nombre de choses, le progrès a apporté des choses, mais il y a un moment où le progrès apporte en même temps que de bonnes choses, de mauvaises. Donc il faut trier dans toutes ces problématiques et il faut être très vigilant à ce que le progrès ne soit pas créateur de difficultés supplémentaires à notre façon de vivre sur cette planète, je dis bien finie. Donc d'après vous, la prise de conscience n'y est pas encore tout à fait? À mon avis, non. Il y a une prise de conscience. Mais moi je pense, si vous voulez, que toutes les sociétés évoluent en avance le couteau sous la gorge. C'est-à-dire que tant qu'on peut continuer tranquillement dans son petit coin, à vivre agréablement, sans se préoccuper de ce que fait le voisin, eh bien, on en a conscience, mais on s'en fout. Hein, aujourd'hui, nous sommes des sociétés qui sont des sociétés égoïstes, grâce à nos parents qui ont conquis, sur le plan social, notre possibilité de vivre convenablement. Je dis toujours, l'égoïsme, c'est le succès des luttes sociales. C'est parce qu'on a
réussi à avoir ce que j'appelle, moi, la propriété sociale, comme la retraite, la santé, etc., que finalement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette solidarité que moi j'ai connue quand on était enfant. J'étais une famille pauvre. Vous savez, la solidarité, elle existe entre les pauvres. Surtout entre les pauvres. Parce que de toute façon, si on n'est pas solidaire, on n'est pas solidaire par bonté d'âme, on est solidaire par instinct de survie. Donc si, je crois que on en est là, et je pense que cette prise de conscience, le jour où on commencera à nous poser des problèmes, et je crois que le jour où le baril de pétrole sera à $300, eh bien on commencera à raisonner d'une manière différente. Alors je crois que c'est un pôle naturel avec Henri Solans, peut-être pour parler du rapport entre développement économique et nature. Bien, donc je reviens sur la feuille de route que m'a donnée Michel Tosi et qui est effectivement en relation avec ce qui vient d'être dit. Voilà, c'était concevoir l'autonomie en tenant compte de la nature. Donc le thème, c'est bien celui des rapports entre les êtres humains et la nature. Mais ces rapports ne sont pas naturels. Ce qui est important de voir, c'est que ce sont des constructions sociales. De sorte qu'on ne peut pas parler de l'homme, de la nature, des êtres humains et de la nature, il faut parler des rapports qui naissent entre les êtres humains et la nature dans des formes sociales particulières. Il n'y a pas de généralité en la matière, c'est parce qu'il y a un mode de fonctionnement particulier de l'ensemble social que des rapports entre les êtres humains qui les habitent, ces formes sociales-là, et la nature se nouent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment se nouent dans la forme sociale dans laquelle nous habitons les liens qui s'établissent entre nous-mêmes et la nature. Alors bien sûr, il faut pour cela se référer aux images que l'on donne de la forme sociale dans laquelle nous vivons. Et là, nous nous trouvons face à un tas de propositions. J'en ai retenu deux. Une qui fait l'air du temps et puis une autre. Alors, je vous présenterai tout d'abord celle qui fait l'air du temps. Comment aujourd'hui on a tendance à représenter le monde dans lequel nous vivons. Alors, Michel disait, je suis économiste, donc c'est à travers le discours des économistes que, bien sûr, je vais exposer ce que j'ai à dire. Alors, l'économie politique, c'est une science sociale. Ce n'est pas un discours qui apprend la gestion, le management, etc. Non, c'est une science sociale. Et donc, comme toutes les sciences sociales, elle essaie d'élucider une énigme qui est celle de la cohésion sociale. Et moi, les chercheurs se rendent compte que dans les formes sociales, on trouve des millions et des millions de volontés qui sont porteuses chacune de forces centrifuges. Et la question est, comment se fait-il que tout cela tienne ensemble? Eh bien, cela tient ensemble tout simplement parce qu'il y a des éléments qui constituent un dispositif dont c'est la fonction. Ce dispositif doit garantir la cohésion sociale. Et on lui donne un nom à ce dispositif. On l'appelle dispositif vecteur de cohésion sociale. Et ces dispositifs-là sont constitués de deux étages. Au premier étage, on trouve des éléments qui permettent de rassembler. Donc on appelle ces éléments-là un dispositif vecteur de cohésion sociale fondateur. C'est lui qui est au fondement du social. C'est lui qui rassemble, c'est lui qui fait lien. Mais en général, ce dispositif connaît des défaillances. Il n'est pas toujours suffisamment vigoureux pour lier le tout. Et donc il a besoin d'une aide. Et cette aide lui vient par l'intermédiaire d'autres éléments qui constitue le deuxième étage, le second même, et qui porte le nom de dispositif vecteur de cohésion sociale complémentaire. Ça c'est vrai pour tous les économistes, et quelle que soit leur obédience, y compris pour d'autres chercheurs en sciences sociales. Ce qui fait la spécificité de ceux qui aujourd'hui nous parlent du monde dans lequel nous vivons, eh bien c'est le nom qu'ils donnent aux entités qui constituent les instances constitutives de dispositifs vecteurs de cohésion sociale. Pour eux, le dispositif vecteur de cohésion sociale fondateur, celui qui rassemble, c'est le marché. Pour eux, le dispositif vecteur de cohésion sociale complémentaire, celui qui vient en aide au cas de défaut ou de défaillance au marché, c'est l'État. De sorte que, on trouve dans le même cadre conceptuel cette chose-là, qui est d'un côté le marché et de l'autre l'État. Et ces sociétés dans lesquelles on trouve le marché et l'État, on les nomme économies de marché. Donc c'est dans le cadre des économies de marché qu'il faut comprendre comment se noue le lien entre les êtres humains et la nature. C'est dans le cadre de ces ensembles-là dans lesquels il y aurait, et qui nous permettraient de fonctionner ensemble, de vivre ensemble, et les marchés et les États. Et sur les débats concernent la manière dont on doit combiner l'un et l'autre, marché ou État, etc. Donc on va travailler sur le thème de l'autonomie dans le cadre des économies de marché. Alors qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Quand on entre dans la discussion concernant l'autonomie, la bonne porte, la porte la plus simple,
concerne le moment de la prise de décision. Le premier pas que l'on fait dans ces débats, en général, ces discussions, c'est le moment de la décision. Au moment où il prend sa décision, pour qu'il soit autonome, le décideur doit être parfaitement éclairé, il doit disposer de toute l'information qui lui est nécessaire pour prendre sa décision, et ne doit être soumis à aucune autre volonté. Il ne doit pas être sous l'influence d'un tiers. Ça, c'est donc il y a, on dit dans ce cas-là, qu'il y a indépendance dans la prise de décision. Mais cela ne suffit pas. Parce que pour qu'il y ait décision, il faut qu'il y ait plusieurs options. S'il n'y a qu'une seule option, il n'y a pas de décision et le problème d'autonomie ne se pose évidemment pas. Il faut donc qu'il y ait plusieurs options. Il faut qu'il y ait un éventail d'options. Mais l'intervention des autres peut alors apparaître sur l'éventail des options et non pas sur le moment de la prise de décision. La manipulation peut provenir de ce qu'on oblige une personne qui prend sa décision à faire un choix dans un ensemble d'options extrêmement limité, alors qu'il pourrait faire un choix dans un espace beaucoup plus important. Vous voyez que la définition de l'éventail des options, l'éventail des choix, est un élément très important dans la définition de l'autonomie. Pour que le décideur soit autonome, il faut que l'éventail des choix soit le plus large possible. Or, qu'est-ce qui contraint le choix? Qu'est-ce qui le limite? Qu'est-ce qui limite les choix? Il y a au moins deux grands ensembles de contraintes. Tout d'abord les contraintes naturelles, et ensuite les contraintes sociales, c'est-à-dire le dispositif vecteur de cohésion sociale lui-même. En ce qui concerne les contraintes naturelles, elles dépendent du dispositif vecteur de cohésion sociale. L'emplacement des frontières naturelles, ce qui va limiter notre action, dépend de la manière dont nous nous organisons. Est-ce que nous nous organisons bien pour transformer la nature? Est-ce que nous nous organisons mal, etc. Donc il y a une relation étroite entre le dispositif vecteur de cohésion sociale et l'emplacement des frontières. Donc l'autonomie est assurée lorsque le dispositif vecteur de cohésion sociale repousse le plus loin possible l'emplacement des frontières. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore que les règles du jeu, c'est-à-dire le dispositif vecteur de cohésion sociale lui-même, ne limitent pas l'accès à toutes les options qui sont possibles. Donc l'autonomie est liée à l'indépendance dans la prise de décision, à l'étendue, la dimension de l'éventail des options, et à l'absence de limite quant à l'accès à cet éventail-là. Question: est-ce que les économies de marché préservent l'autonomie, c'est-à-dire préservent ces trois éléments qui conditionnent l'autonomie? Alors tout d'abord, le moment de la prise de décision. Quand on va sur le marché, c'est pour défendre son intérêt. Donc on a avantage, avant de s'y présenter, à bien définir son intérêt, c'est-à-dire à repérer l'ensemble des éléments entre lesquels on peut choisir et à prendre de manière rationnelle sa décision. Donc le marché nous incite à agir de manière autonome. Et il édicte des règles, ce marché, qui interdit les autres participants au marché à venir nous imposer leurs propres décisions. Donc le marché, en tant que tel, quand on le décrit, préserve l'autonomie au moment de la prise de décision. Maintenant, en ce qui concerne les rapports à la nature, dans ces économies, dites économies de marché, on trouve des entreprises. Elles ne sont pas philanthropes. Elles sont là pour maximiser leurs bénéfices. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'elles font? Dans l'ensemble des techniques de production disponibles, elles choisissent celles qui sont les plus efficaces et les plus efficientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Efficace, ça veut dire qu'avec une quantité de travail donnée, elles souhaitent pouvoir produire la quantité la plus importante. Efficiente, ça veut dire qu'elles gèrent ces techniques de production sans gaspillage et en minimisant les coûts. De sorte que, dans leur pratique, grâce à l'efficacité et l'efficience, elles nous placent aux limites du possible. Elles reculent du plus que cela est possible les frontières ou l'emplacement des frontières de la nature. Mais elles ne font pas que cela. Certes, elles nous passent aux frontières, mais elles ont une tendance qui est contre-productive. Elles sont incitées à franchir ces frontières, à outrepasser les frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut simplement dire qu'elles ne respectent pas, si elles y trouvent avantage en termes de profit, elles ne respectent pas les conditions de reproduction de cet être vivant qu'est la nature. Ils sont en train de dire que c'est un être vivant. On n'ira pas plus loin dans la définition de la nature. Elles outrepassent les frontières. Alors évidemment, lorsqu'elles outrepassent les frontières, l'aliment qui permet au système productif d'être efficace, cet aliment se réduit, et donc les frontières, au lieu de s'élargir, se réduisent. Et voilà donc que ces entreprises
dont la tendance est bien sûr de nous pousser aux frontières, les outrepasse quelquefois. Mais voilà l'intérêt de cette économie qui est l'économie de marché, c'est qu'elle est capable de freiner, de bloquer cette tendance. Un exemple. L'exemple est celui du réchauffement de la planète. Voilà donc sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre, le climat de la planète se transforme, il se réchauffe. Interrogeons-nous. Est-ce que le dispositif vecteur de cohésion sociale peut régler ce problème-là? Il est constitué de deux éléments, le marché et l'État. Commençons par le marché. Est-ce que le marché peut régler ce problème à lui tout seul? La réponse est non. Sur ce point, il est défaillant. Il est défaillant pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons, mais au moins une, puisqu'il faut ici aller vite, c'est qu'il produit des externalités, ou du moins le problème à régler relève de ce qu'on appelle les externalités négatives. De quoi s'agit-il? Bien, il y a externalité lorsque le système productif fait circuler des biens ou des services qui n'ont fait l'objet d'aucune négociation, ni sur le prix, ni sur la quantité. Par voie de conséquence, ce qui circule ne peut pas correspondre à ce que souhaite la société. Qu'est-ce qui se passe alors? Le marché ne peut pas régler ce problème, l'État intervient. Il intervient et comment il intervient? Il a trois possibilités. Premièrement, il crée un marché là où il n'en existait pas, c'est-à-dire il crée un marché des émissions des gaz à effet de serre, le protocole de Kyoto. Deuxième possibilité, il instaure une taxe sur les produits fonction de leur contenu à carbone, la taxe carbone. Troisième possibilité, eh bien, il édicte des règles auxquelles les producteurs doivent se soumettre. S'ils ne se soumettent pas à ces règles, eh bien, il leur est interdit de mettre sur le marché leurs produits. C'est le cas des produits qui provoquaient un trou dans la couche d'ozone qui ont été interdits. L'État, qui est le défenseur, dans cette analyse-là, de l'intérêt général, qui est compétent, c'est ce qu'il doit faire, il le fera, il prendra les bonnes mesures, et la tendance à outrepasser les limites donc naturelles, cette tendance sera bloquée. Il est donc clair que dans les économies de marché, les rapports qui se nouent entre les êtres humains et la nature sont des rapports qui préservent l'autonomie des êtres humains, puisque ces rapports repoussent au maximum les frontières du possible, ouvrent au maximum l'éventail de nos possibilités, des options entre lesquelles nous pouvons choisir, et n'outrepassent jamais ces frontières. Troisième élément, est-ce que le dispositif vecteur de cohésion sociale, en fonctionnant, nous prive de l'accès à toutes ces options-là? La réponse est négative, parce que l'une des conclusions essentielles des économies de marché est la suivante. Si vous laissez faire le marché, vous vous trouverez dans la situation la meilleure. On trouve un nom particulier pour définir ce genre de situation, mais en plus de ça, la distribution est juste. Donc vous voyez que les économies de marché sont des économies qui garantissent l'autonomie. Voilà donc ce qui court à l'heure actuelle dans l'esprit de ceux qui parlent du monde dans lequel nous vivons. Ne vous faites pas de soucis. Même si aujourd'hui il y a quelques difficultés, demain ça se réglera. Le marché c'est-à-dire le marché et l'État, se recombineront. Il y aura un peu plus de marché ou un peu plus d'État. Peut-être qu'on agira sur les règles de fonctionnement du marché. Au total, pas de soucis. Il y a à l'intérieur de ces économies, nous dit-on, tous les moyens, tous les mécanismes qui permettent d'assurer la régulation. On n'a pas de souci à se faire pour ce qui concerne les problèmes d'ordre écologique. Ils se régleront. Le rôle marché-État, ou du moins le couple marché-État, réglera le problème. Voilà donc, en matière d'autonomie, ce que l'on peut dire sur ce point-là. Et ça, c'est un point de vue. En voici maintenant un autre. Deuxième point de vue, deuxième manière de présenter le monde dans lequel nous vivons. Jusqu'à présent, le monde dans lequel nous vivons, nous l'appelions économie de marché. Maintenant, nous l'appellerons capitalisme. Le capitalisme, c'est une forme sociale hiérarchisée. Et comme toutes les formes sociales hiérarchisées, il est constitué de deux classes. Une classe, généralement, nous appellerons classe du haut, ceux du haut, le haut, et une autre classe, ceux du bas, ou classe du bas. Je ne les qualifie pas parce que le nom que l'on donne à ces classes dépend de la forme sociale hiérarchisée à laquelle on s'adresse. Maintenant, si l'on veut comprendre le fonctionnement de ces formes sociales-là, formes sociales hiérarchisées, il faut placer au cœur de l'analyse ce qui constitue, au cœur de la réflexion, ce qui constitue leurs caractéristiques fondamentales. La caractéristique fondamentale, c'est la suivante. Ceux qui sont en haut accaparent ce qui vaut est défini par la valeur en vogue au moment, alors que ceux qui sont en bas obtiennent ce qui ne vaut pas,
ce qui vaut rien, ce qui vaut peu ou ce qui vaut moins que rien. Alors, de cette caractéristique fondamentale découlent 4 phénomènes. Le premier phénomène, c'est la ségrégation. Alors, de quoi s'agit-il? Dans une forme sociale, il y a ségrégation lorsque une partie de la population, toujours la même, accède à ce qui vaut, alors que l'autre partie, toujours la même, ne peut pas y accéder, alors que, objectivement, elle pourrait très bien, elle a les moyens de le faire, elle a les qualités, les caractéristiques pour le faire. La ségrégation est au fond le nom que l'on donne à la caractéristique fondamentale des formes sociales hiérarchisées et donc du capitalisme. Deuxième phénomène, le travail. Une forme sociale ne peut pas vivre s'il n'y a pas de production, c'est-à-dire si elle n'est pas approvisionnée. Or, pour produire et pour approvisionner la forme sociale, il faut réaliser une série d'opérations et faire donc des gestes. Or, il se trouve que dans toutes les formes sociales hiérarchisées, les gestes qui ont quelque chose à voir avec l'approvisionnement sont des gestes sans valeur. Ceux du haut ne veulent pas les faire. On appelle travail tous les gestes relatifs à l'approvisionnement que ne veulent pas réaliser ceux du haut. Le travail, ça n'est pas n'importe quoi. C'est le refus manifesté par ceux du haut d'effectuer des gestes qui concernent la production. Troisième phénomène, l'exploitation. Ceux du haut ne travaillent pas. Seuls ceux du bas travaillent. Puisque ceux du haut ne travaillent pas, ils ne peuvent pas s'auto-approvisionner. Ce sont donc ceux du bas qui les approvisionnent. En quelque sorte, ceux du bas fournissent une partie de leur travail à ceux du haut. Comme ceux du haut ne travaillent pas, ils ne peuvent pas en contrepartie fournir du travail. La conclusion est simple, ceux du bas livrent du travail gratuit à ceux du haut. Ce phénomène porte le nom d'exploitation. Dernier phénomène, quatrième et dernier phénomène, qui est l'un des éléments caractéristiques des économies, enfin du moins du système capitaliste, c'est l'aliénation. Le travail ne vaut rien. Une partie de son produit est livrée gratuitement à ceux qui sont en haut. Pourquoi ceux du bas travailleraient-ils? Pourquoi ils travaillent? Ils travaillent tout simplement parce qu'ils sont mis dans une situation telle qu'ils finissent par penser qu'ils ont de la valeur. Même si objectivement il n'y en a pas, la valeur est en haut, ce qui n'en a pas est en bas, ils finissent par penser qu'ils ont de la valeur. Par quel procédé parvient-on à leur faire croire? Bien, tout simplement par le biais de l'imitation. Ils sont tenus d'imiter ceux d'en haut. Imitant ceux d'en haut, ils pensent effectivement qu'ils se comportent comme eux, qu'ils ont donc de la valeur. Il existe une panoplie de moyens qui permet à ceux d'en bas d'imaginer qu'ils ont de la valeur. J'en retiendrai simplement une, c'est le simulacre. Il y a des gestes et des opérations qui caractérisent ceux d'en haut. Ceux d'en bas ne peuvent pas les réaliser. Cependant, il est toujours possible de trouver un ensemble de gestes qui sont l'image, qui sont la représentation, qui sont l'icône de ces gestes-là. Si ceux d'en bas effectuent ces gestes, alors ils ont l'impression de faire ce que font ceux d'en haut, et ils se valorisent. Si en plus de cela, ils le font en présence de ceux d'en haut, alors là, ils sont rehaussés, et estimant qu'ils ont autant de valeur que les autres, ils estiment que la situation dans laquelle ils se trouvent vaut elle aussi, ce qui est un élément de leur participation au travail. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Le simulacre produit des effets de 3 ordres. En premier lieu, puisque dans le cadre du simulacre, celui du haut intervient, on considère, et celui du bas va le considérer, qu'il rend un service. Ce service mérite d'être rémunéré. Donc le travail qui circule depuis le bas vers le haut n'est plus du tout vu comme une exploitation, mais est vu comme la compensation à un service rendu, ce qui occulte l'exploitation. On ne pourra pas imaginer que l'on est exploité. Deuxièmement, ceux qui sont en haut peuvent très bien considérer et faire valoir que l'activité qu'ils mènent a la même nature que celle que mènent ceux d'en bas. En d'autres termes, ils participent à la transformation de la nature en fournissant un effort. Ils vont donc dire qu'eux aussi travaillent, et tout le monde travaille, ce qui contribue à l'occultation de l'exploitation, mais qui contribue à faire du travail une catégorie naturelle, il faut qu'on travaille, plutôt qu'une catégorie sociale. On ne pourra donc pas penser la fin du travail, puisqu'on sera toujours conduit à travailler. Un dernier élément, puisque ceux d'en haut, du moins ceux d'en bas, se trouvent rehaussés, eh bien, ils peuvent considérer qu'ils ont autant de valeur que ceux d'en haut, ou quasiment, et qu'ils peuvent très bien occuper le poste, une partie des postes que ceux-ci occupent. Par voie de conséquence,
Ils sont obnubilés par un problème, celui de la promotion sociale, et par les freins apportés à leur promotion sociale qui relèvent de la discrimination. La thématique de la promotion sociale et de la discrimination occulte le thème de la ségrégation. Le résultat est le suivant. Ceux d'en bas, qui vivent dans une forme sociale hiérarchisée, qui sont soumis à la ségrégation, au travail, à l'exploitation, ceux-là ne savent pas qu'ils vivent dans ce monde-là. Ils pensent qu'ils vivent dans un monde dans lequel il y a mobilité, promotion sociale possible, et dans lequel les conflits se règlent toujours par l'échange et la négociation. Donc, ils se trompent totalement de monde, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas quelle est leur nature sociale, on dit qu'ils sont aliénés, ils sont étrangers à eux-mêmes. Donc, les formes sociales capitalistes produisent de la ségrégation, du travail, de l'exploitation et de l'aliénation. C'est à partir de ça qu'on peut reprendre le thème de l'autonomie. Y a-t-il autonomie dans les formes sociales capitalistes? Au moment de la prise de décision, il y a aliénation. Dans la décision, le décideur ne peut pas être éclairé. En plus de ça, il est soumis à l'influence de ceux d'en haut. Ceux d'en haut vivent du travail qui remonte depuis le bas, ils se le partagent, et pour se le partager, il faut qu'ils aient leur propre filière. Ils vont donc essayer d'influencer ceux d'en bas qui vont leur livrer le travail. Le thème le plus rapide là-dessus est celui de la publicité. Donc, il n'y a pas possibilité pour ceux qui vivent dans ces univers-là de prendre des décisions de manière autonome. Deuxièmement, en ce qui concerne les rapports avec la nature, qui sont au cœur des débats d'aujourd'hui. Du moins les adorateurs du marché, on va les nommer comme ça, ou les théoriciens du marché, ce sera moins polémique. Les théoriciens du marché ont raison de dire que les entreprises utilisent les techniques de production les plus efficaces et les gèrent de manière efficiente. C'est vrai. Ils ont raison de dire qu'en effet, on se trouve, grâce à cela, sur les frontières les plus éloignées possibles, les frontières naturelles les plus éloignées possibles. Ils ont aussi raison de dire que, par ces pratiques, les entreprises nous poussent à outrepasser ces frontières-là, de sorte que naissent des problèmes écologiques, une mauvaise gestion des ressources, non prise en compte des équilibres écologiques, de la biodiversité, etc. Donc on outrepasse tout ceci, ce qui produit, semble-t-il, des effets contre-productifs, ramenant les frontières à un niveau beaucoup plus faible. Ils ont raison de dire cela, ils ont raison de dire que les tendances sont celles-là. Mais oui, là où ils ont tort, c'est de penser que le monde dans lequel nous vivons recèle des mécanismes qui bloquent cette tendance. Ce n'est pas le cas. Regardons d'un petit peu plus près, en revenant sur le thème du réchauffement de la planète. Pour comprendre ce dont il s'agit, il faut introduire une notion dans l'analyse qui est celle de niche. Niche, c'est un terme que l'on va utiliser pour désigner les éléments grâce auxquels on peut décrire la forme que prend la vie. La niche, les niches sont composées de 4 éléments. Tout d'abord, nos emplois du temps, le plus simple, c'est temps passé au travail, temps passé au loisir. Les objets que nous utilisons pendant l'exercice de ces activités, objets sur les lieux de travail, objets sur les lieux de loisir. Les relations interindividuelles qui se nouent dans le cadre de ces activités, donc sur les lieux du travail comme sur les lieux de loisirs, et puis les lieux et déplacements, c'est-à-dire les lieux sur lesquels sont localisées les activités, les déplacements, bien sûr, que l'on fait d'un lieu à l'autre. C'est ça, une niche. C'est cet ensemble d'éléments-là. Les niches de ceux d'en haut sont composées simplement de ce qui vaut, bien sûr. Les niches de ceux d'en bas sont composées de ce qui ne vaut pas. Et vous vous doutez bien sûr qu'il y a une tendance à la disjonction des niches. Évidemment, pour améliorer leur position, ceux d'en haut font en sorte de disposer de niches de plus en plus satisfaisantes. Ce que bien sûr éprouvent quelques difficultés à faire ceux d'en bas. Eh bien, le réchauffement climatique peut servir à ceux d'en haut à améliorer leur position en approfondissant la disjonction sans véritablement traiter le problème du dépassement des frontières. Voici les raisons pour lesquelles il est ainsi. Alors, je vais très rapidement, bien sûr, les choses sont nettement beaucoup plus complexes. Que dit la théorie standard concernant le réchauffement de la planète? Premièrement, en moyenne, la température va augmenter. Elle dit en moyenne, mais au même moment, elle dit qu'il y a des endroits dans lesquels, ma foi, le réchauffement ne se fera pas sentir, et au contraire, il y aura amélioration des conditions de vie, amélioration des paysages, etc., etc. C'est là donc un moyen, une opportunité offerte à ceux d'en haut pour pratiquer la disjonction sur l'un des éléments de la niche, les lieux. Deuxièmement, ce qui nous est dit, c'est qu'on devrait, et je pense que ça a été confirmé tout à l'heure,
c'est qu'on devrait assister à des migrations tellement importantes que ça devrait engendrer des conflits d'une grande violence. Est-ce un problème pour Sedan? Probablement pas. Ces conflits peuvent donner naissance à des régimes autoritaires, dans la mesure où il y a une émigration forte. On peut voir dans certaines parties de la planète de la main-d'œuvre en surnuméraire. En outre, les conflits vont opposer ceux d'en bas, mais pas du tout ceux d'en bas avec ceux d'en haut, de sorte que les conflits de classe disparaîtront et seront remplacés par des conflits entre ceux d'en bas. Ces éléments-là renforcent la puissance de ceux d'en haut, ce qui leur permet d'en tirer avantage en termes de relations interindividuelles, donc pouvoir aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique et au niveau militaire. Dernier élément, le franchissement des frontières produit une diminution de certaines ressources. On parlait de l'eau, donc une diminution des ressources en eau par exemple. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une diminution de certaines productions. Diminution de certaines productions, l'effet est le suivant. Un renchérissement de ce qu'on appelle la marchandise salariale. Pour comprendre, le salarié perçoit un salaire, donc une somme monétaire. Il va travailler pour cela et il va produire. Avec le salaire qu'il a reçu, il va acheter la production. En réalité, il n'achètera qu'une partie de la production. Ce qu'il a acheté constitue la marchandise salariale. Le reste, ce qu'il n'a pas acheté, se retrouve entre les mains de celui d'en haut et constitue la livraison de travail gratuit ou plus-value. De sorte que plus le produit est cher, plus il se renchérit, moins celui d'en bas peut acheter et plus l'exploitation est importante. Donc, le renchérissement de la marchandise salariale est tout à l'avantage de celui d'en haut. Le renchérissement de la marchandise salariale engendré par le réchauffement climatique est tout à l'avantage de celui d'en haut. Vous voyez donc que s'il laisse faire celui d'en haut par le biais de la disjonction entre les niches, parce que les niches peuvent être disjointes, approfondissement de la disjonction, par le biais de cet approfondissement, celui d'en haut est bénéficiaire. Il n'a pas à bouger, il n'a qu'à laisser venir et saisir les opportunités qui se présentent à lui. Donc il n'a aucune raison d'intervenir pour faire en sorte que le réchauffement climatique cesse. Il s'en fout complètement. Il va quand même agir. Il va quand même agir parce qu'il y trouve l'avantage. Il va agir au plan politique, il donnera des gages à ceux d'en bas, et il va agir pas n'importe comment. Il va agir de sorte que la marchandise salariale se renchérisse. Si nous reprenons, et nous n'avons pas le temps, les mesures dont je parlais tout à l'heure et que proposent les théoriciens du marché, taxes carbone, etc., vous remarquez que toutes ces mesures ont pour fonction de renchérir la marchandise salariale et donc de placer dans une meilleure situation celui d'en haut. La conséquence est donc la suivante. Celui d'en haut qui souhaite renchérir la marchandise salariale a intérêt à utiliser ces mesures-là, mais il va les profiler non pas en fonction de l'objectif affiché, qui n'est pas le véritable objectif, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique, il va simplement les profiler en fonction de son intérêt. Elles ne seront donc pas programmées pour résoudre le problème qu'il souhaite résoudre. De sorte que le réchauffement climatique sera le prétexte à une amélioration de la position de ceux d'en haut par la technique de la disjonction des niches et n'aura pas pour fonction de régler les problèmes climatiques. Par voie de conséquence, et je m'en tiendrai là parce qu'effectivement j'ai pris un peu longuement la parole, l'autonomie est impossible dans les formes sociales capitalistes. On ne peut en rien les modifier, on ne peut en rien les réformer pour obtenir une autonomisation, quel que soit le champ dans lequel on se place, que ce soit celui du moment de la prise de décision, que ce soit celui du rapport que nous entretenons avec la nature. Dans ces circonstances-là, le danger, même si nous le percevons d'une certaine manière, il n'est pas perçu de la même manière par tous et il ne conduit pas tous les acteurs à se mobiliser pour agir dans ce sens. Les acteurs qui ont le pouvoir n'agissent pas dans ce sens, bien qu'ils disent qu'ils sont sur le point ou qu'ils ont déjà commencé à le faire. Voilà, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, mais l'argument est en ce point. Je termine, je sais que très rapidement, en me demandant avec vous si le thème que nous devrions évoquer n'est pas plus celui de l'émancipation plutôt que celui de l'autonomie. Il y a émancipation lorsque disparaissent la ségrégation, le travail, l'exploitation et l'aliénation. Et il n'y aura d'autonomie que lorsqu'il y aura émancipation. L'autonomie est liée à l'émancipation.
Donc, seule l'émancipation qui permet de sortir du capitalisme permet de produire l'autonomie. En ne parlant que d'autonomie, on donne la parole à ceux qui nous disent que le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel l'autonomie est possible, ce qui est bien sûr une imposture. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Pour faire un bon mot, on dit toujours que c'est le bas qui blesse, là c'est le haut. C'est le haut, voilà. Oui. Alors, on peut revenir aussi sur un autre aspect de la nature et un autre champ du possible. Ce sont les médecines naturelles. Alors là, nous avons un historien de la médecine, le docteur Pierre Ville, qui va nous expliquer un petit peu cette place qu'occupent les médecines naturelles à un moment où on se discute des médicaments. Merci. Alors, on va effectivement basculer et changer complètement de sujet. Alors, pour aborder toutes les questions que vous risquez de poser et auxquelles j'essaierai de répondre, je pense qu'il vaut mieux que je vous donne un bref, rassurez-vous, un très bref rappel historique de cette association Nature et Médecine pour que vous compreniez mieux les problèmes dont on discute actuellement. Il faut toujours revenir à l'histoire pour essayer de voir plus clair. Alors, la médecine, tout comme la maladie, ayant accompagné l'homme depuis ses origines, il aurait été surprenant qu'il n'y ait pas de rapport entre les deux. En ce qui concerne l'Occident, c'est en Grèce, entre le 5e et 4e siècle avant notre ère, dans ce qu'on appelle le corpus ou la collection hippocratique, que la santé, la maladie, la guérison vont être attribuées à des causes naturelles. Ça, c'est fondamental. Alors qu'avant, nous étions dans le domaine du surnaturel, des dieux et du magique. Ce corpus est fait de textes, de traités, une soixantaine environ, écrites par Hippocrate, le célèbre médecin, son gendre, Polybe, ses élèves, et divers médecins des écoles de Kos et de Cnide, qui étaient les deux grandes écoles qui sévissaient en Grèce à l'époque. Ce lien étroit avec la nature va être conceptualisé à travers, d'une part, la fameuse théorie humorale, et d'autre part, avec la doctrine macrocosme-microcosme. De quoi s'agit-il? La théorie humorale, pourquoi fameuse? Parce qu'elle a constitué le pivot central de la médecine durant plus de 2000 ans. À côté des parties solides que nous voyons, que nous distinguons, les os, les muscles, les chairs, le corps humain se compose d'humeurs. Elles sont au nombre de 4. Le sang, éiment grec, la bile jaune, cholexanthée, la bile noire ou atrabile, et le flegme, phlegma. Il y a santé qu'entre ces 4 humeurs sont équilibrées et mélangées. C'est la crase. Il y a maladie quand, à l'inverse, une de ces humeurs prolifère et se mobilise aux dépens des autres. C'est la dyscrasie ou mélange perturbé des humeurs. La santé est donc essentiellement un équilibre. Ces humeurs sont en rapport avec une partie du corps, entre guillemets, parce que le mot organe n'existe pas en grec. Le sang avec le cœur, la bile avec le foie, l'atrabile avec la rate, le phlegme avec le cerveau. Avec les 4 qualités élémentaires également, entre guillemets, respectivement le chaud, l'humide, le sec, le froid. Avec les 4 âges de l'homme, l'enfance, la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse. Avec les 4 saisons de l'année, vous voyez que nous gagnons vers la nature. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres correspondances de ces humeurs avec les couleurs, les saveurs, etc. Deuxièmement, la doctrine macrocosme-microcosme, où le rapport étroit
entre le monde et l'homme. Superposition de l'humain sur le calque de l'univers. L'homme considéré comme un microcosme est en quelque sorte un résumé du monde entier du macrocosme. À la pulsation de la nature répond la pulsation de l'homme. Familière à l'Orient, la doctrine apparaît le plus précisément dans l'ancien pythagorisme. Pythagore est un philosophe qui vivait au VIe siècle avant notre ère dans la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud et la Sicile actuelle. L'influence de cette doctrine et de celle de l'un de ses disciples, médecin, Alcméon de Crotone, restera grande dans beaucoup de traités de notre corpus. 100 ans plus tard, toujours en Grande Grèce, un autre philosophe, Empédocle, un des présocratiques, sera à la base de la théorie des 4 éléments. Ces 4 humeurs sont en correspondance avec les 4 éléments. Le sang avec l'air, la bile avec le feu, l'intrabile avec la terre et la flegme avec l'eau. Voilà l'élément essentiel de la nature dans la médecine. Alors on comprend mieux alors que dans ce contexte, il n'y ait d'action médicale possible que, je cite, sur le plan où s'exercent les forces de la nature. Et que la thérapeutique essentiellement préventive recommandait alors de se protéger des excès du chaud, du froid, de l'humidité, du vent pervers, et de s'adapter au changement de climat. Météorologie est un mot grec, comme beaucoup d'autres. Tout ceci associé à, nous dirions, un renforcement des défenses, par le choix de l'alimentation et du régime de vie hippocratique. Le médecin sera donc à la fois le serviteur de son art et celui de la nature. Et cette notion de puissance médicatrice de la nature, la fameuse vis medicatrix naturae, relayée 500 ans plus tard à Rome par le galénisme, va persister dans le vocabulaire médical jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et on le retrouve dans des médecins, chez des médecins célèbres comme Bordeu et Cabanis en France et Cullen William en Écosse. Mais, allant plus loin, il y eut même des théoriciens, et ça c'est important, pour soutenir que, dans certains cas, les guérisons provoquées par la médecine étaient dangereuses. À plus long terme, la maladie se chargeant elle-même des évacuations, catharsis, ou des révulsions. S'amorçait une polémique anti-médicale, dont sans doute nous verrons tout à l'heure qu'elle dure toujours, dont on va trouver l'écho parmi les auteurs français des XVIIe et XVIIIe siècles. 2 exemples que vous connaissez tous. Celui du raisonneur Béralde dans Le Malade imaginaire de Molière. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle se trouve. Rousseau durcit le ton dans l'Émile. Et c'est le cas d'en parler ce soir. Faute de savoir se guérir, que l'enfant sache être malade. Cet art supplée à l'autre et souvent réussit beaucoup mieux. C'est l'art de la nature. Je cite, combien l'impatience, la crainte, l'inquiétude, surtout les remèdes, ont tué de gens que leur maladie aurait épargné et que le temps seul aurait guéri. Les animaux, vivant d'une manière plus conforme à la nature, sont sujets à moins de mots que nous. Toute intervention humaine devenant suspecte, faut-il se résigner, comme le fait Rousseau d'ailleurs, à voir mourir les plus faibles et les plus vulnérables, notamment les enfants. Alors aujourd'hui, et je termine,
Devant les progrès spectaculaires et la toute-puissance de la biomédecine, on pourrait penser que ce dilemme est obsolète et que même le rapport nature et médecine en général est devenu caduc. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Je citerai trois questions sur lesquelles d'ailleurs nous pourrons parler, sans conclusion. Les recommandations médicales dans un but de prévention, relayées aujourd'hui par un véritable matraquage médiatique concernant l'alimentation, l'exercice physique, l'hygiène sexuelle, le sommeil, le thermalisme, etc., etc., ne sont-elles pas un ersatz du vieux régime de vie hippocratique dont je viens de vous parler? Deuxièmement, l'engouement de la population pour les médecines naturelles ou parallèles ou exotiques, c'est du tout différent. Ne sont-elles pas une quête, souvent vaine, face aux excès iatrogènes du trop bien soigné de la biomédecine et à l'intransigeance de médecins enfermés dans un cadre étriqué et spécialisé et aveugles au naturel? Comportement d'ailleurs réactionnel. Enfin, l'apparition ou l'émergence de nouvelles maladies, notamment infectieuses, n'est-elle pas la réponse à la destruction du biotope par l'homme dont nous venons de parler? Je vous remercie et j'attends vos questions. Alors après toutes ces prises de parole, on voit que ça mène loin quand même, ces rapports-là, l'homme et la nature. Donc Daniel Mercier, on va vous demander l'exercice très difficile de conclure, d'essayer d'un peu survoler, résumer tout ça. Oui, en tout cas, ce que vient de dire, je me souviens plus de votre nom, excusez-moi. Pierre Lille est vraiment intéressant justement sur la question des rapports de l'homme avec la nature. Mais je vais y revenir. Ce que je voudrais dire peut-être pour commencer, c'est que voilà, en tant que citoyen, moi je suis bien sûr très, très concerné par la crise environnementale, surtout avec la dimension planétaire qu'on lui connaît aujourd'hui, avec finalement ces trois grands scénarios, si on veut vraiment être résumé, c'est-à-dire le premier c'est l'épuisement des ressources, notamment fossiles, le deuxième c'est la question de l'explosion démographique mise en lien avec la finitude de la nature, et puis le troisième grand scénario. Alors ces scénarios qui peuvent devenir catastrophes, j'espère que ce ne seront pas des scénarios catastrophes, mais bon, le troisième effectivement c'est celui du réchauffement climatique. Alors bon, en tant que citoyen j'ai bien sûr mes opinions, mais c'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que je pense que ma présence en tant que personne qui s'intéresse à la philosophie, j'allais dire, elle est, je pense, justifiée peut-être davantage par des attentes un petit peu autour de l'arrière-plan un petit peu philosophique de toute cette affaire, et donc de cette grande question des rapports entre l'homme et la nature. Et c'est une question qui, je pense, est réactivée aujourd'hui très fortement par justement cette crise écologique. Et si vous voulez, ça peut être intéressant de réinterroger la manière dont on pense ces rapports de l'homme avec la nature, parce que c'est peut-être l'occasion historique. Nous vivons peut-être une période de transition, et c'est peut-être une période propice à un changement de paradigme, justement, concernant la façon de penser les rapports de l'homme avec la nature. Et c'est un petit peu cette idée, si vous voulez, que je voudrais développer rapidement, mais si vous voulez, je pense qu'on est encore face aujourd'hui à deux modèles à la fois opposés et assez semblables de penser les rapports de l'homme avec la nature. Opposés parce qu'ils apparaissent effectivement comme complètement symétriques, l'un à la gloire un petit peu de l'industrie humaine, et l'autre qui fait de cette conquête humaine une forme de malédiction, si je puis dire. Mais dans les deux cas, on est dans un rapport, on est dans une pensée, si vous voulez, qui pense le rapport de l'homme avec la nature sur le mode de la dualité, sur le mode de l'opposition, du face-à-face, comme je crois Michel utilisait
cette formule, hein, l'homme face à la nature. Voyez, et alors, bon, rapidement, je crois que Michel en a dit quelque chose, je vais être très rapide, mais en gros, c'est quoi ces deux formes de pensée? La première, elle est héritée, comme l'a dit Michel, des Lumières, et on peut dire qu'effectivement Descartes signe un peu l'acte de naissance de ce courant de pensée-là, en présentant l'homme comme maître et possesseur de la nature. Hein. Et donc, c'est en quelque sorte un petit peu l'aventure prométhéenne de l'homme dans sa conquête, dans sa découverte. Hein. L'homme ce fameux Prométhée qui va voler le feu aux dieux, hein, et qui va donc se lancer dans l'histoire humaine, si je puis dire, hein, et s'inventer au fur et à mesure, grâce à cette conquête, à ce désir de domination de la nature, et cette toute-puissance qu'il va exercer. Et donc là, on est bien dans quelque chose de prométhéen, et la conception de l'homme qu'il y a derrière, si vous voulez, c'est une conception d'un homme qui est extérieur à la nature, hein, qui est dans une extériorité même radicale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a deux ordres radicalement opposés, ontologiquement opposés, comme on dit en philosophie. Hein. Il y a l'ordre naturel et il y a l'ordre humain. Voyez, ils sont présentés comme séparés. L'ordre humain qui relève de la raison et de la liberté, comme dit Luc Ferry, qui s'inscrit tout à fait dans ce courant-là. L'homme est hors nature, hein, il utilise bien cette expression pour faire comprendre effectivement cette dimension-là, alors que la nature, ben, elle est entièrement mathématisable, géométrisable, j'allais dire. Hein. C'est une vision d'une naturata, comme on dit en latin, c'est-à-dire un espèce de réservoir, là, un petit peu inerte et inépuisable. Hein. Et il est entendu par l'homme, si vous voulez, comme l'homme est la fin dernière, c'est la fin ultime, tout se construit autour de l'aventure humaine, autour de la construction humaine, et la nature, elle a un statut de simple moyen, de simple réservoir, hein, au service de l'histoire humaine et de sa conquête. Et donc, ça c'est un premier modèle. Et puis, rapidement, je ne sais pas, il ne faut pas non plus que je déborde, parce qu'on a déjà parlé beaucoup, mais il y a un autre modèle, si vous voulez, qui est un modèle un petit peu, qui a l'air complètement, et qui est, d'une certaine manière, un modèle radicalement opposé à celui-là, hein, qui est celui de l'écologie radicale, d'une certaine manière, hein, qu'on peut faire remonter à Heidegger, parce que le premier grand penseur antitechnique, de la pensée antitechnique, c'est Heidegger. Hein, c'est lui qui a vraiment dénoncé de manière virulente l'action d'arraisonnement de l'homme sur la nature, l'action de prédation de l'homme sur la nature, hein, lui volant et lui arrachant ses propres ressources. Hein, on trouve ça chez Heidegger. Bon, après, il y a tout un courant de pensée qui passe par Jonas, qui passe par Gors, qui passe par Illich, hein, et puis bon, des penseurs plus contemporains, notamment aux États-Unis. Alors, pour situer, c'est un petit peu le mouvement de la deep écologie, hein, c'est un petit peu le mouvement de la décroissance aussi, hein, qui est dans cette... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est effectivement une dénonciation de l'éloignement de l'homme qui s'est coupé finalement de ses besoins essentiels et qui a rompu un espèce d'équilibre, le fameux équilibre naturel dont vous parliez, hein, un équilibre en quelque sorte idéal et harmonieux, hein, de l'homme dans la nature, et que cet équilibre, justement, il a été quelque part détruit par cette action de prédation. Et donc, on est là dans une espèce de pensée un petit peu, qui parfois, je ne dis pas toujours, mais qui parfois a des connotations religieuses, au sens où, effectivement, il y a un péché là, qui a été commis et qu'il faut réparer, en essayant de rétablir cet équilibre initial, de retrouver cette nature première, etc. Alors, je le dis en simplifiant beaucoup, hein, mais si vous voulez, c'est pour faire comprendre, alors bien sûr, s'engouffre dans ce type de pensée, des connotations très positives par rapport à la nature. On valorise la nature. La nature est un bien en soi. Et on le trouve bien dans ce que vous venez de nous raconter par rapport à la médecine. Hein. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a de commun dans ces deux modèles, c'est l'extériorité radicale de l'homme par rapport à la nature. Et ce que je pense, et mon hypothèse, et la conférence de M. Pelt demain sera vraiment très intéressante de ce point de vue, parce que je connais pas, hein, la thèse de M. Pelt, mais je sais qu'il va nous parler de la différence de conception de la nature
entre notre civilisation occidentale et les sociétés orientales. Et là, moi, ça me parle déjà beaucoup, parce que, bon, j'ai un petit peu lu François Julien, et dans un de ses bouquins, il fait très finement la différence, justement, entre la conception occidentale et la conception orientale. Si vous voulez, dans nos sociétés occidentales, on a une pensée des rapports de l'homme avec la nature sur le mode de l'émancipation. C'est-à-dire, l'homme est d'entrée coupé du monde de l'animal, coupé de la nature, hein, et il est justement cet être de liberté dont je parlais, qui est capable de s'arracher de tous les déterminismes naturels pour créer son propre monde. Hein. Et donc, effectivement, ça c'est très présent dans la pensée occidentale. Alors que, nous dit François Julien, dans des logiques culturelles, comme par exemple celle de l'Inde ou celle de la Chine, on est au contraire sur des logiques de l'intégration de l'homme dans la nature, où on va plus penser cette nature comme un tout intégré dans lequel se trouve l'homme, et où on va réfléchir sur les interactions et sur la qualité de ces interactions, l'homme étant à ce moment-là entendu, si vous voulez, comme une partie intégrante de la nature. Alors, le grand penseur moderne, entre guillemets, chez nous, qui a pensé comme cela, c'est la grande exception par rapport à la pensée de la modernité dont je vous parlais, c'est Spinoza. C'est le seul, finalement, philosophe qui a pensé le rapport de l'homme avec la nature un petit peu dans ce sens-là. Enfin, là où voilà, ce que je pourrais vous annoncer maintenant, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quelques jalons sur le chemin, si vous voulez, d'une pensée qui serait plus une pensée de la conjonction homme-nature qu'une pensée de la disjonction, hein, qu'une pensée de la séparation ou du divorce. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Alors, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, mais c'est très intéressant. La nature, d'abord, elle ne se soucie pas de nous, elle ne se soucie pas d'écologie non plus. Hein. Comment dire, elle n'a pas de morale. Hein. Donc, il n'y a absolument aucune raison, sinon peut-être des raisons religieuses, si on en fait un nouveau Dieu, pourquoi pas, hein. Mais il n'y a aucune raison ni de la haïr, ni de l'adorer, ni de la sacraliser, etc. Hein. Ça, je pense que c'est une chose importante à dire. Et Dieu sait si les connotations positives attachées à la nature, alors je ne sais pas si c'est réactionnel ou pas, parce qu'on vit effectivement une situation qui est très préoccupante du point de vue de la crise écologique, et je me demande si réactionnellement, alors ça j'en sais rien, mais en tout cas, je ne sais pas si dans notre imaginaire collectif concernant la nature, il est contemporain ou si c'est une constante anthropologique. Je n'en sais rien. Mais ce que je remarque et qui, moi, m'étonne à chaque fois, c'est que on valorise énormément cette nature. Alors, je dis pas qu'il faut la détester, hein. Loin de moi de cette pensée. Pour moi, la nature, c'est tout ce qui existe. Donc, tout ce qui existe, voilà, c'est, comme disait Marcel hier soir, c'est, hein, c'est ni bien ni mal, c'est ni bon ni mauvais, c'est... Hein, c'est tout. Hein. Et pourtant, c'est vrai que quand on dit, par exemple, moi je remarque parfois des expressions comme « Ah, mais c'est naturel ». Quand on dit ça, c'est naturel, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est intéressant de voir ce qu'on met derrière. J'y réfléchis un petit peu. Ça veut dire, soit c'est bien, soit c'est évident, soit on n'y peut rien. Hein. Et si vous voulez, dans tous ces cas, on voit bien que cette nature, elle serait un peu porteuse d'une espèce de justice immanente, hein, une espèce d'arbitre moral qui réglerait nos conduites. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Pour les autres points, je vous les annonce, et puis je m'arrête, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Il y a une autre réflexion qu'il faudrait qu'on ait, quand même, c'est sur cette façon qu'on a de penser de manière disjonctive, hein, comme dirait Edgar Morin, la nature d'un côté et la culture de l'autre. C'est-à-dire, hein, c'est la fameuse question, sommes-nous des êtres de nature ou sommes-nous des êtres de culture? Ni l'un ni l'autre, mon capitaine, hein, j'ai envie de dire. Et pourtant, si vous regardez ce que peuvent en dire un certain nombre de disciplines, que ce soit... Alors, si on va du côté de la biologie ou du côté de l'écologie, vous pouvez être certain que là, on va être darwiniste, et bon, moi, personnellement, je suis aussi darwiniste, hein, mais on va dire, l'homme, c'est une espèce, c'est un...
voilà, c'est un être de nature, hein, il est issu de la nature, ce qui est vrai. Mais par contre, si vous allez du côté de l'anthropologie culturelle, ou de la psychanalyse, ou de la sociologie, on va vous dire, mais non, l'homme c'est un être de culture, hein, de part en part, il est culturé de part en part. Ça n'a pas de sens de parler d'un être autre que social. Hein. Bon, alors, ils ont raison tous les deux, il ne s'agit pas de... Hein, mais pourquoi cette pensée de l'alternative? Vous voyez, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont réfléchi à cette question-là, dont Edgar Morin, d'ailleurs, dans un bouquin qui s'appelle L'identité humaine, où il explique bien que l'homme, ben, c'est ni un chimpanzé, ni un homo sapiens qui sort tout armé de la cuisse de Jupiter, avec ses techniques, sa culture, son langage, etc. C'est ni l'un ni l'autre, et que pour comprendre ce que c'est l'homme, il faut faire, comme il dit, le roman de l'hominisation, c'est-à-dire il faut, sur un temps long, comprendre un petit peu comment le processus de la nature a pu, comment nous sommes issus de la nature et comment a émergé, alors c'est vrai qu'il y a une rupture, il y a une espèce de discontinuité dans la continuité, hein, mais comment a émergé effectivement une culture. Hein, et donc on est bien à la fois un être de nature et un être de culture. Bon, ce que je voudrais dire maintenant, et je m'en tiendrai là, c'est qu'il est vraiment nécessaire de réfléchir à cette idée que la nature extérieure à l'homme, c'est un mythe. Il n'existe pas. Elle n'existe pas, sinon dans l'état de nature de Rousseau. Mais il dit bien que c'est une fiction. Hein. Si vous regardez autour de vous, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez une nature qui est anthropisée, comme on dit. C'est-à-dire une nature qui porte la marque de l'humain. Et irrémédiablement. Irrémédiablement. Hein. C'est-à-dire un paysage, c'est quoi un paysage? C'est effectivement le fruit d'une interaction entre une activité humaine et des processus naturels. Et je lisais un livre là avant de venir, je m'en tiendrai là, qui s'appelle « Du bon usage de l'environnement ». Voilà une belle formule, du bon usage de l'environnement. Je trouve que la formule est jolie. Et c'est donc un couple qui s'appelle Christian Larère et Catherine Larère. Donc l'un est ingénieur, je trouve que c'est intéressant aussi parce que l'un est ingénieur à l'INRA et l'autre est philosophe. Donc je trouve que ça fait un écrit à deux voix qui est intéressant. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous disent même, si vous voulez, que tous les objets qu'on fabrique, quand on y réfléchit un petit peu, ils vont faire partie de tout ce qui existe, ils vont faire partie de notre environnement, ils appellent ça la technonature ou la technosphère. Et nous sommes effectivement dans une technonature aujourd'hui. Autrement dit, un objet qui est fabriqué, pour être fabriqué, il faut bien qu'il soit fabriqué en tenant compte. C'est Francis Bacon qui disait, pour exercer son empire sur les choses, il faut bien commencer par obéir à la nature. Hein. C'est-à-dire que pour être capable de produire quelque chose, il va bien falloir qu'on connaisse les lois de la nature, quoi. Hein. Donc, il va bien falloir utiliser la nature. Et puis, un autre aspect, c'est que cet objet, une fois qu'il est fabriqué, il va connaître un devenir naturel une fois qu'il sera dans la nature. Et c'est précisément le problème, c'est qu'on n'arrive pas à exercer la maintenance jusqu'au bout de ces produits qu'on fabrique, et ils vont terminer dans la nature. Hein. Et d'ailleurs, ça montre bien que notre puissance présumée, elle est illusoire. Parce que ces objets, on croit en assurer la maîtrise, et puis finalement, on se rend compte que les gaz de fumée, les émissions de CO2, les déchets non recyclables, les pesticides, les nitrates, etc., tout ça, ça finit dans la nature comme la poêle à frire qu'on laisse au fond du jardin, si je puis dire. Hein. Donc, seulement pour la poêle à frire, il n'y a pas de problème, alors que là, effectivement, il y a un gros problème. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à travailler avec un modèle intégré, une espèce de paradigme homme-nature, qu'il faudrait, hein, où l'homme est partie intégrante de la nature, hein, il est de et dans la nature, il agit dans la nature, mais il lui appartient. Vous voyez, ça c'est des formules un peu alambiquées à la Edgar Morin, hein, mais vous voyez, l'homme est dans la nature, mais il agit dans la nature, donc du coup il se l'approprie, la nature devient un peu lui-même, mais en même temps il appartient à cette nature. Et dans cette formule que j'essaye, donc qui est un petit peu, c'est vrai qu'il est un peu tordu, mais c'est pour bien faire comprendre que c'est très difficile enfin, en tout cas c'est très opérant plutôt, d'approcher cette question des rapports de l'homme avec la nature avec un paradigme effectivement systémique un petit peu, où il s'agit de considérer l'interaction qu'il y a, et la nature de ces interactions, la qualité de ces interactions, et finalement
plutôt que de dramatiser et comment dire, de mettre en avant une espèce d'heuristique de la peur ou de prophétie du malheur. Je crois que l'important, c'est, ayant compris effectivement cette relation, qu'on doit d'ailleurs informer tout le temps par les connaissances, parce que la science écologique, c'est une science nouvelle, et elle a encore énormément à nous apporter. Le problème, c'est qu'en ce moment, on est un peu en situation d'incertitude, et qu'il faut bien quand même avancer. Hein. Et donc, on a besoin de s'alimenter en permanence de cette science-là, et il faut que cette science-là aille sur le... Enfin, comment dire, qu'elle nous propose ces certitudes et ces controverses qui sont plus nombreuses que ces certitudes sur la scène publique. Il faut que ça soit en permanence objet de débat public, et puis qu'on essaye, eh bien, j'allais dire, d'habiter de la manière la plus viable possible cette demeure qui est la nôtre et qui s'appelle la Terre, hein, tout simplement. Voilà. La nature ayant horreur du vide, on va demander s'il y a des questions dans la salle, et nos intervenants se plieront volontiers au jeu du question-réponse. La première chose que je voudrais remarquer, c'est que l'idée d'un homme extérieur à la nature, c'est quand même une idée extrêmement simpliste, et que finalement, le concept qui consiste à dire qu'il y a une nature dans laquelle on puise des ressources est évidemment une idée fausse, et on s'en convainc vite. Et une simple façon de le voir, c'est que déjà, la nature, elle n'est pas extérieure à nous, elle est dans nous, puisque vivent dans notre corps des milliards d'êtres humains, enfin d'êtres vivants, bactéries, virus, etc., et qu'on est en fait une forme d'écosystème déjà nous-mêmes. Donc ça, je crois que c'est... Enfin, faut pas l'oublier, donc ça rend modeste, je crois. Bon, la question que je voudrais poser, je ne sais pas à qui la poser, en fait, parce que vous avez tous vos compétences pour là. C'est finalement que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la Terre est quand même un peu malade de l'homme, et si elle est malade de l'homme, je pense que c'est d'abord parce que les hommes consomment trop, et peut-être se reproduisent trop. Donc, est-ce qu'on a une idée, finalement, aujourd'hui, de combien d'hommes la Terre pourrait porter? Est-ce qu'il y a une façon optimum de faire en sorte que cette Terre porte plus d'hommes? Parce que notre but, c'est pas forcément qu'il y ait moins d'hommes, quand même. Ou alors, c'est un peu surprenant d'imaginer que notre but serait... Ou alors, évidemment, on imaginerait forcément que c'est les autres, et pas nous. Mais il n'y a pas de... au fond, vous répondrez après, il n'y a pas de nombre, on n'a jamais fixé le nombre d'hommes vraiment possible pour cette Terre. On sait simplement dire que je crois que c'est dans les années 2050, on sera 9 milliards d'êtres humains. Et donc déjà avec tous les problèmes extraordinaires que ça va poser. Et d'autre part, deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas trop, lorsqu'on regarde les populations extrêmes, comme celle de l'Inde ou de la Chine, qui ont essayé justement de limiter les naissances, et à un moment, elles y sont réussies. Mais en attendant, maintenant, ça commence à dépasser, que ce soit en Chine, où ils avaient fait un gros effort pour se cantonner aux milliards, et maintenant on est né quand même à 1 milliard 250 millions d'êtres humains. Mais même en Inde, où à cause surtout de la religion, on n'arrive pas à bien stabiliser, et où ils ont dépassé le milliard d'habitants. Donc là, on a un problème, pour répondre à votre question, très important. Oui, je disais que c'était Malthus le premier au XVIIIe siècle qui avait mis en garde contre cette difficulté. D'ailleurs, les prédictions de Malthus s'étaient avérées complètement fausses à l'époque. Hein. C'est-à-dire, lui, ce qu'il nous disait, c'est que comme la population croissait géométriquement et que les ressources produites par exemple croissaient arithmétiquement, il arriverait vraiment un moment où voilà, les gens ne pourraient plus vivre et qu'on allait connaître des guerres, des famines, etc. Puis finalement, c'est vrai que la suite des événements a montré que c'était faux, justement parce que aussi bien sur le plan agricole que sur le plan industriel, avec aussi, grâce au progrès, on est arrivé à produire beaucoup plus que ce qui était prévu, et donc il n'y a pas eu de problème de surpopulation. Mais ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, de nouveau, on sonne la sonnette d'alarme pour dire, ah oui, mais maintenant, oui, parce que quand même, 6 millions, 9 millions en 2050, je crois, je ne sais plus, c'est 10, hein.
Bon. Alors, juste un mot là-dessus. Je lisais un article d'un démographe, je crois que ça s'appelle Lebras, qui, je trouve qu'il expliquait quelque chose de vraiment intéressant. Il remettait un peu en question ce concept de surpopulation. Il disait ça, la surpopulation, c'est un truc pour pointer le doigt sur les pays sous-développés où il y a effectivement une explosion démographique dans beaucoup de pays très très importante, et ne pas remettre en question notre propre modèle de consommation. Parce qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est le problème de l'alimentation, du régime alimentaire. Vous savez que 10 calories de céréales se transforment en 1 calorie de viande. C'est-à-dire que quand le bétail va manger l'équivalent de 10 calories de céréales, ben ça va représenter en viande 1 calorie. Donc ça fait, si vous voulez, le régime alimentaire carnassier est très, très, comment on dit, il dépense énormément d'énergie, quoi. Hein. Comment ? Caloriphage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir végétariens, mais le problème, c'est que actuellement dans les pays sous-développés, ils calquent plutôt leur modèle alimentaire sur notre propre mode à nous d'alimentation. Donc, effectivement, si ça change pas, ça risque d'être compliqué. Et je pense qu'à terme, effectivement, il faudra poser la question du régime alimentaire, sans pour autant vouloir devenir végétarien, mais je pense que peut-être qu'on est appelé à manger moins de viande, quoi, tout simplement. On parle de Malthus, je pense qu'aujourd'hui on assiste à la revanche de Malthus. Malthus se venge. Pourquoi Malthus a eu tort? Essentiellement grâce à la Révolution verte. Parce que la Révolution verte a permis de passer des productions, à multiplier des productions agricoles par 5, 6, 7 productions hectares, qui a permis de nourrir cette population. Or, qu'est-ce qu'on a dû faire pour produire? On a dû mettre des engrais, mettre des pesticides. Les engrais, ils sont tous fabriqués avec des produits pétroliers. Des produits pétroliers auxquels on accédera encore pendant combien d'années, on ne le sait pas. Mais de toute façon, très rapidement, ils deviendront très chers. Alors comme je dis souvent, on fera comme Paulette, on reprendra la bicyclette. Mais je crois qu'on est arrivé là à une solution qui est une population mondiale qui est arrivée, à mon avis, on ne dépassera pas les 9 milliards. Au contraire, on redescendra ensuite. Parce que pour avoir une nouvelle révolution verte, il faudrait faire une révolution dont, je crois, personne ne veut. Parce qu'il faudrait toucher à des choses qu'on ne veut pas toucher à l'intérieur des plantes. Il y a une biologie à laquelle on ne veut pas toucher, et je pense qu'on a raison. Voilà, mais je crois qu'on en est là. Je voulais simplement rajouter, si vous voulez, qu'il faut regarder, c'est discontinu, il faut regarder l'homme dans ce qu'il était dans les sociétés archaïques, dans les premières sociétés historiques. Et à cette époque-là, pour moi, il faisait partie de la nature. Et il y a eu un moment, il y a une disjonction qui est venue notamment avec l'émergence de la pensée, et l'homme a été à côté de la nature. Jusque dans les années 60, 1960, où l'homme faisait encore partie de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il était à l'intérieur de l'écosystème. Et à partir des années 50-60, pour moi qui le dis, c'est les scientifiques, on en est sorti. C'est-à-dire qu'il est devenu ce qu'il est toujours un peu, mais il est devenu le prédateur de la nature. Il y a un moment, il a fait partie de la nature. Après, il s'est servi de la nature. Et à partir des années 50-60, il est devenu un prédateur de la nature. Donc, clairement, on arrive, à mon sens, à un moment, il faudra sortir de cette solution-là. Et j'ai bien reconnu le spinoziste qui est à ma droite, dont je partage les convictions. Et j'y ajouterai aussi celle des atomistes grecs, Démocrite, Épicure et surtout Lucrèce, de la nature des choses. Parce que d'un côté, il y a la nature des choses, et puis de l'autre côté, il y avait aussi les natura de Spinoza. Et je pense que ce sont deux écoles qui montrent bien comment la philosophie s'intègre à la nature, et comment après, la politique. Parce que derrière toute action politique, il y a comment dirais-je, une vision philosophique. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà.
pour essayer de donner à la population la place peut-être qu'elle a dans la vie des sociétés humaines. La manière dont on a tendance à la présenter en fait une variable fondamentale, comme si elle avait une espèce d'autonomie, comme si la population s'emparait d'elle-même, pouvait croître et nous conduire jusqu'aux frontières de l'impossible. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. La population croît quand la fertilité est supérieure à la mortalité. Il faut être plus précis que ça, mais je pense que ça suffit pour que nous puissions nous comprendre. Donc, la loi d'évolution d'une population est liée à l'évolution de la natalité et de la mortalité. Dans le schéma malthusien, la natalité et la mortalité ne se modifient pas, mais la natalité est toujours plus forte. Donc, ça croît, on en a, c'est exponentiel. Mais quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que finalement, les comportements démographiques se modifient en fonction des circonstances, et notamment la fertilité se modifie. Il y a toute une série de raisons, mais en voici deux au moins qui permettent de comprendre pourquoi on arrive à penser en dehors du carcan malthusien, qui est trop facile, on arrive à penser la stabilisation des populations humaines. Le premier fait appel à la raison. Il consiste à dire, voilà, effectivement, nous procréons, mais nous ne procréons pas n'importe comment. Nous sommes très attentifs à nos modes de vie. Quand on procrée, on fait attention à nos propres modes de vie, on souhaite élever une famille de manière convenable, etc. De sorte que, quand on se rapproche de ces frontières où le rationnement apparaît, pour éviter de se trouver dans des situations inconfortables, on diminue la natalité. De sorte que la natalité, lorsqu'on s'approche des frontières de l'impossible, finit par diminuer, rejoindre la mortalité, la population a tendance à se stabiliser. Et ça, c'est un schéma, c'est le schéma de Cantillon, ce sont de vieilles affaires. Hein. L'autre schéma est un schéma très simple aussi. Il fait référence un peu plus récent, enfin, date du 19e, repris au milieu du 20e. C'est le schéma de Sismondi, repris par un démographe français qui s'appelle Dupaquier, avec une illustration qui est celle des oiseaux. Il dit, prenez une population d'oiseaux. Cette population va se stabiliser, pour une raison toute bête. C'est que pour nicher, il faut des nids, et il faut des emplacements. Quand le nombre d'emplacements est limité, le nombre de lits est limité, le nombre de reproducteurs est limité, et par voie de conséquence, la population se stabilise. Se stabilise en fonction du nombre de niches. Quand on étudie la démographie du 17e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle français, on se rend compte que pour procréer, il fallait pouvoir disposer d'une exploitation agricole. Et celui qui ne disposait pas d'une exploitation agricole ne pouvait pas procréer. Dans des familles nombreuses, on évacuait les puits-nés et ils se retrouvaient dans ces grandes institutions qui accueillaient les célibataires, que sont l'Église et l'armée. Et les autres procréaient. La structure foncière a décidé de la population française et occidentale. De sorte qu'on la voit au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, les choses se modifient, se stabiliser. Ce système produit une stabilisation de la population. Si aujourd'hui vous éprouvez des difficultés pour avoir un boulot, pour ceci, pour cela, vous limiterez votre procréation. De sorte qu'on peut penser, en dehors de la pensée malthusienne, des mécanismes, là j'en présente deux, mais je pourrais en présenter d'autres, pour penser, concevoir la stabilisation de la population humaine et de la population mondiale. La question qui se pose, c'est dans quelles circonstances allons-nous utiliser ces outils et dans quelles circonstances nous ne les utiliserons pas, produisant une croissance de type malthusien. Et là, c'est ce à quoi je voulais en venir, le déterminant est un déterminant d'ordre social. C'est la structure sociale et la structure du pouvoir qui finalement imprime sa loi et sa marque à la croissance numérique. L'idée est la suivante. Il est possible de penser ce qu'on appelle un optimum de population, ce qui répond à votre question. C'est-à-dire le nombre qui permet de placer la population prise en considération, ça pourrait très bien être la population mondiale, placer cette population dans la situation la meilleure d'entre toutes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment définir le meilleur d'entre toutes. Alors il y a au moins deux possibilités. La première possibilité, c'est le confort. On sait ce qu'est l'optimum de confort, et il y a une population stable bien donnée. L'autre critère, c'est l'optimum de puissance. Et l'optimum de puissance est lié à la population la plus importante possible. Si, au pouvoir, vous avez des puissants, le puissant, disait Alfred Sauvy, est populationniste. La population sera malthusienne si la structure sociale donne le pouvoir à ceux d'en haut. Si, en revanche, la structure sociale partage les pouvoirs et permet à ceux d'en bas
de profiter d'une certaine manière des bénéfices de la croissance, alors la population se stabilisera. Ce n'est pas le nombre qu'il faut incriminer quand on voit la surpopulation. Il faut se détourner du nombre et regarder la structure sociale. C'est la structure sociale qui fait le nombre. Aussi longtemps que la population mondiale sera gérée sous la forme donc de la puissance, elle a de fortes chances, effectivement, d'obéir aux règles malthusiennes et peu de chances de se stabiliser. Voilà. Donc la population, c'est une sous-variable. Ce à quoi il faut s'intéresser, c'est à la structure sociale. Voilà. Donc il y a méconnaissance du social quand on est effrayé par la croissance du nombre. Hier soir, j'ai été très interpellée quand tu es venu dans le débat. L'histoire de l'interdit, du tabou du cannibalisme. Et ça m'a trafiqué pendant toute la nuit. Je me suis demandé un peu pourquoi ça s'était parachuté dans le débat. Je ne voyais pas trop. Et en fait, quand même, je pense qu'il y a un fil conducteur très net. À savoir que, qu'est-ce que c'est le cannibalisme? C'est le fait de se prendre ou de prendre un de ses congénères pour de la viande. C'est-à-dire pour de la nature toute bête. Et il me semble que s'il existe des tabous, si les hommes ont mis en place des tabous, c'était quand même pour se distinguer de la nature. Et que, alors, pourquoi ils ont eu besoin de se distinguer de la nature? Peut-être parce qu'ils avaient une nature qui était à l'origine trop prédatrice. Bon, ça c'est un peu vaseux, mais en tout cas, c'est ce qui nous fait parler maintenant, à savoir qu'il faut réintroduire de l'éthique, qu'on peut bien faire partie de la nature, sauf qu'il faut avoir quand même quelques principes, et que la nature naturelle, elle n'a pas de principe, comme on l'a dit tout à l'heure, elle s'en fout. Elle s'en fout. Mais nous, on est une espèce de la nature, mais une espèce particulière. Une espèce qui est à la fois très puissante, excessivement puissante, et donc qui a besoin de limiter, de s'auto-limiter, c'est-à-dire de se créer quelque part des limites, et puis des limites infranchissables. Parce que hier soir, c'était un peu révulsant d'entendre dire « Oh ben oui, pourquoi on ne se mange pas les uns les autres ?» Enfin, je ne sais pas quoi. Ça fait partie des choses qui sont impensables et inarticulables, on va dire. Sauf à vouloir faire un peu de provocation. Je me permettrai de faire une petite remarque à propos de votre intervention, intéressante d'ailleurs. Je pense que malgré ce que vous pensez des tabous, et vous savez qu'en gros, il y a deux cannibalismes, un rituel et un de famine. Bien. Eh bien, je pense que si jamais dans l'humanité apparaissaient des grandes famines, comme il y en a eu tant et tant, et je ne suis pas du tout optimiste comme vous, je pense que dans beaucoup de pays, je pense en Sibérie, dans des périodes, etc., de guerre, il y a eu la famine, notamment, par exemple, au XIXe siècle en Russie. Et qu'à ce moment-là, l'homme a mangé l'homme. Et que lorsque, depuis ce qui passe dans les catastrophes aériennes, par exemple, hein, la fameuse catastrophe des Andes, qui a servi de modèle absolu, si au bout de 8 jours, vous n'avez rien à manger, même pas des herbes, ni rien du tout, et que vous avez la possibilité de manger un cadavre, vous me le mangerez, ce cadavre. Parce que c'est un élément naturel et que ça vaincra absolument tous les tabous. C'est comme dans toutes les civilisations, tant qu'on a froid, tant qu'on a faim, tant qu'on a soif, on ne s'occupe que de cela. On ne s'occupe pas de philosophie, on ne s'occupe pas de pensée, on ne s'occupe pas de tout ça. Il faut, et c'est ce qui se passait dans les premières civilisations, avant le néolithique, il faut se chauffer, il faut manger, il faut se protéger des éléments. Et ça, c'est indispensable, c'est les premières choses de l'humain. Voilà. Donc, tout ce qui est après, tabou, religieux, philosophie, tout ça, l'être humain, etc., c'est venu après, dans le bon confort de nos civilisations progressives
et c'est très très bien, d'accord, mais n'oublions pas ces besoins fondamentaux chez l'homme qui sont incompressibles. Oui, tout tabou peut être transgressé. Je dirais même que quelque part, dans l'inconscient, il doit l'être, quoi, quelque part. Donc. Mais le problème est de savoir, finalement, pourquoi l'homme éprouve le besoin, quelque part, de mettre ou de se mettre, disons, des limites. C'est ça la question. Je veux dire, c'est pas le fait de savoir si le tabou sera transgressé ou pas. Bien sûr que le cannibalisme sera certainement, l'interdit du cannibalisme sera transgressé en cas de besoin de survie. Hein, voilà, c'est ça, ça que vous dites. Mais le problème, c'est que en fait, l'homme n'est pas qu'un être finalement de survie et qui a seulement des besoins primaires pour manger, boire, dormir, etc., etc. Et alors, c'est là où peut-être que c'est la différence. Alors, on va me traiter peut-être de spéciste. Alors le spéciste, c'est la position philosophique qui fait des différences entre les différentes espèces. C'est-à-dire qu'il considère que toutes les espèces ne doivent pas être mises exactement, disons, sur le même plan. Mais il y a au moins une différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, précisément, est capable d'éthique. C'est-à-dire de réfléchir sur la légitimité, quelque part, disons, de ses actes. C'est ça le problème, disons, de l'instauration du tabou. C'est au fond, se poser la question de ai-je le droit ? Ai-je le droit ? Est-ce qu'il n'y a que l'homme pour se poser la question de savoir, par exemple, si la Terre a des droits, si les animaux ont des droits. Les animaux ne se posent pas le problème de savoir si l'autre a un droit, quand il a faim, il le mange. On est dans la struggle for life, dans la lutte, disons, pour la vie. Et à partir du moment où l'homme a cette dimension, disons, éthique, se pose à ce moment-là le problème, disons, de sa responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule espèce qui peut actuellement se supprimer elle-même, mais qui a conscience de ce problème-là. Et c'est ça ce qui fait sa responsabilité. C'est qu'en même temps, le pouvoir technique, si vous voulez, donc la techno, enfin, le pouvoir peut vraiment nous faire disparaître. Nous avons un fantasme, disons, de maîtrise qui est absolument extraordinaire. La seule chose qui peut, quelque part, faire limite et barrage à notre fantasme de maîtrise qui nous amènerait à nous détruire nous-mêmes, c'est la dimension éthique, c'est-à-dire c'est la dimension de la responsabilité. Et je crois que c'est tout à l'honneur de l'homme, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait spinoziste, disons, de ce point de vue, c'est tout à l'honneur de l'homme de se demander si les conséquences de ces actes sont justifiées. Et c'est peut-être la question, disons, de la liberté qui est posée là, parce que je pense qu'il n'y a pas d'éthique, disons, quelque part sans une notion de liberté, et c'est parce que l'homme est capable d'émettre un jugement, c'est-à-dire de se faire une idée sur une chose par sa raison pour savoir si elle est légitime ou pas, qu'il y a véritablement une prise de conscience écologique. Parce que si la prise de conscience écologique, c'est uniquement je ne veux pas gâcher la nature parce que c'est dans le sens de mon intérêt. On pourrait dire, après tout, c'est l'interprétation que je faisais au départ. À savoir, finalement, la prise de conscience écologique serait l'incarnation de la dimension instinctuelle d'un homme qui veut sauver sa peau. Au fond, l'écologie, c'est l'humanité qui veut sauver sa peau. C'est une interprétation de l'écologie. Il pourrait y avoir une autre interprétation de l'écologie, c'est parce que l'homme est un être éthique, quelque part, eh bien, il est placé devant ce dilemme, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai le devoir? Donc, deux interprétations radicales de la prise de conscience écologique. L'une qui nous mène à un naturalisme absolu, du type que si la nature n'est ni bonne ni mauvaise, l'homme qui est un être naturel n'est ni bon ni mauvais, c'est une position. Et puis il y a une deuxième position qui soutient, oui, mais l'homme a une dimension qui est quand même différente des autres, c'est de s'interroger sur la légitimité de ses actes. Et auquel cas, à ce moment-là, l'écologie n'est pas seulement la survie, l'instinct de survie de notre espèce, l'écologie, c'est le sens de la responsabilité vis-à-vis de l'avenir. D'abord, concernant la signification du tabou par rapport au cannibalisme, oui, je retiens tout à fait ce que dit Michel par rapport à l'éthique, mais c'est une éthique qui inclurait aussi l'idée que c'est une manière d'affirmer aussi que nous ne sommes pas des animaux, quoi. C'est une manière de mettre la barrière, et c'est là d'ailleurs qu'on a raison de parler d'hétérogénéité entre l'état de culture et l'état de nature, parce qu'il ne s'agit pas non plus, c'est pas parce qu'on n'est pas favorable à la théorie de l'exception humaine, hein, c'est-à-dire, voilà, l'homme, il a plutôt une parenté avec Dieu qu'avec la nature, quoi, en gros. Hein, c'est l'homme-dieu de Luc Ferry, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire, voilà, nous sommes ontologiquement différents, quoi, nous sommes des êtres de liberté. Hein. Donc, bon, je pense que moi, personnellement, je me sens pas solidaire de cette conception-là de l'humanité, hein, mais c'est pas pour autant qu'on doit dire, comme je vous disais tout à l'heure, que l'homme est un chimpanzé, quoi. C'est important,
Et le spécisme, moi, me dérange pas, au sens où effectivement on est sans doute la seule espèce qui a été créatrice d'une culture. Alors après, je sais que ça peut se discuter, hein, qu'il y a un certain nombre d'éthologues qui discutent cette question-là. Bon, on va pas, enfin quand même, c'est difficile de comparer la culture humaine avec la culture des chimpanzés, de mon point de vue, hein, mais bon, après on peut discuter. L'autre point que je voudrais... je trouve que c'est intéressant quand Michel nous dit que on peut effectivement être écologique uniquement d'un point de vue purement, j'allais dire, instinctuel par rapport à la survie, et puis être plutôt écologique parce que l'humanité étant une fin en elle-même, comme dirait Kant, elle a même le devoir de se défendre et de se respecter. Vous savez, c'est le fameux impératif de Kant, quand il dit « l'humanité est une fin en elle-même ». Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que on peut aller vers un paradigme qui arrive à concilier, il me semble, l'anthropocentrisme. Là, on est en plein anthropocentrisme, hein, que ce soit de la survie d'ailleurs ou que ce soit de l'éthique. Hein. L'homme est l'élément central. La valeur, la fin dernière, elle est du côté de l'homme. Hein. Ça, c'est une première chose. Alors que l'écocentrisme, lui, il y a beaucoup de penseurs américains, par exemple, qui disent que... D'ailleurs, c'est marrant, il y a un penseur qui s'appelle Rollston qui a repris Kant, ce fameux impératif-là, l'homme est une fin en lui-même, mais en disant, mais ce principe, il faut l'étendre à tous les êtres vivants. Autrement dit, ce n'est plus l'homme, mais ce sont tous les êtres vivants, en tant que vivants, hein, qui sont une valeur... qui ont une valeur absolue, une valeur morale absolue, intrinsèque. Hein. Alors il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent non, c'est pas chaque être vivant, mais c'est l'écosystème dans sa globalité. Bon, enfin, peu importe, mais si on regarde bien, on peut tout à fait concilier les deux. Moi, il me semble qu'on peut concilier les deux, parce que quand on attribue une valeur intrinsèque absolue à tous les êtres vivants, qui les attribue? C'est nous. Ça vient de nous. C'est nous qui sommes, comme dit Nietzsche, les animaux évaluateurs. Nietzsche parle des animaux évaluateurs que nous sommes. Donc, c'est nous qui attribuons des valeurs. Donc, quelque part, même si on se dit, bon, pour nos générations futures, pour la survie de l'humanité, il faut se décentrer de nous. Il faut donc être écocentré. Hein. Il faut donc, comme dit un écologiste célèbre qui s'appelle Aldo Leopold, qui vivait aux États-Unis, qui était forestier, chasseur et pêcheur. C'est vraiment l'ancêtre de l'écologie. Il y a beaucoup d'écologistes d'ailleurs qui le reconnaissent comme un véritable ancêtre, et qui disait qu'il fallait penser comme une montagne. Cette expression a été reprise depuis. Il faut penser comme une montagne, c'est-à-dire adopter un point de vue écocentré. Hein. Mais vous voyez que c'est pas contradictoire, parce que c'est précisément pour survivre qu'il faut adopter un point de vue écocentré. Parce que sinon, effectivement, on va droit dans le mur. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut avoir, on peut élaborer un paradigme qui arrive très bien à concilier l'anthropocentrisme et l'écocentrisme. Et ça va bien dans le sens, ce modèle un peu intégré dont je parlais au départ. Je crois qu'il y a une autre question. J'ai une idée au sujet pourquoi l'homme ne mange pas l'homme, mais juste avant, je veux rectifier quelque chose que j'ai entendu là, et que je ne suis pas tout à fait d'accord, que M. Mercier a dit que la nature, elle est ce qu'elle est, elle est neutre, elle n'est ni mauvaise ni bonne. L'homme n'est pas dans l'obligation de l'aimer ou de l'haïr. Eh bien, moi, je pense autrement. Je pense qu'en disant ceci, l'homme renie le fait qu'il a été enfanté par cette terre, par cette nature, et d'avoir une pensée pareille. C'est comme si il scie la branche sur laquelle il est assis. Parce que n'oublions pas que la nature, elle nous a soufflé la vie. Et grâce à elle, nous existons. Sans le vouloir de la vie, nous ne serons pas là. Et donc, elle nous a enfantés, elle nous permet de nous nourrir, elle nous souffle
l'oxygène pendant toute notre existence. Alors, moi je pense que l'homme doit cultiver la reconnaissance dans la vie, du premier jour qui commence à comprendre pourquoi il existe jusqu'à la fin de ses jours, pour pouvoir préserver sa santé et sa raison. Alors, à propos de pourquoi l'homme ne mange pas l'homme, moi j'ai une pensée qui me vient directement, elle n'est pas philosophique. Je pense que l'homme se permet de manger d'autres animaux parce qu'il n'aura pas de représailles. Tandis que l'homme, s'il se mesure à l'homme qui est égal à lui, ça sera tout à fait une autre histoire. Oui, moi j'entends bien ce que vous dites, c'est une position tout à fait honorable, qui n'est pas effectivement la mienne, parce que moi je suis plutôt matérialiste et darwinien, donc pour moi il n'y a pas... Voilà, il y a un processus qui est un processus matériel, biologique, qui finit effectivement par produire des choses qui sont des choses extraordinaires, mais si vous voulez, pour moi il n'y a pas de finalité derrière, il n'y a pas d'intention bonne ou mauvaise. C'est comme ça, quoi. Il y a Michel Serres dans son bouquin Un contrat naturel qui dit finalement on n'a besoin d'aucune finalité transcendante pour expliquer le lien de l'homme avec la nature. On a simplement besoin de la science. C'est-à-dire qu'il suffit, parce que quand on écoute la nature nous parler à travers la science, elle nous parle en termes de lien, de force, d'interaction. Et il nous dit, ça suffit à faire un contrat. Vous voyez, donc, on a là, si vous voulez, voilà, moi c'est plutôt cette conception laïque qui m'intéresse. Mais après, je comprends qu'on puisse être alors plutôt dans des comment dire, des orientations qui sont peut-être plus religieuses ou en tout cas qui font référence à la transcendance. Hein, on peut le dire comme ça peut-être, hein, plutôt. Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose. Et simplement ajouter deux choses. Une première qui n'a pas rien à voir avec ce qui vient d'être dit, simplement que les animaux, eux, savent réguler leur population. Quand vous avez un printemps où il y a beaucoup d'insectes, un couple de mésanges va faire 3 nichés. Une année où il fait froid, elle en fera que 2. Et ça, on peut le multiplier au niveau de pratiquement toutes les espèces animales. Mais simplement pour répondre à ce que disait monsieur, pas pour répondre, mais peut-être pour l'illustrer, moi je ne crois pas en la transcendance, vous l'avez deviné. Simplement je dis que dans cette absurdité qu'est le monde, quand on ne croit pas à la finalité, hein, et moi en relisant l'Ecclésiaste il n'y a pas longtemps, dans sa traduction hébraïque, il dit absurdité des absurdités, tout est absurdité. Moi je pense que le devoir de l'homme, hein, c'est de toujours chercher cette vérité qui est inatteignable, et il le sait qu'elle est inatteignable. Toujours le devoir de l'homme de rechercher cette justice qu'il pense une utopie, qui est une utopie, parce qu'elle également est inatteignable, mais le devoir de l'homme, c'est toujours d'aller dans ce sens. Parce que s'il ne va pas dans ce sens, il n'est pas humain. C'est la petite chose qui fait la différence entre l'animal que nous sommes, parce que nous sommes aussi un animal, et l'humain. C'est cette volonté de vouloir chercher quelque chose que l'on sait d'inatteignable. Juste une petite question à monsieur l'économiste. Est-ce que vous avez un pourcentage de ceux d'en haut et ceux d'en bas? Très faible. Alors, il faudrait être beaucoup plus précis, alors je ne peux pas l'être, mais il faudrait parler de classe, de fraction de classe, alors que là j'ai parlé du haut et du bas. Ceux qui, alors, et ce serait encore plus compliqué, parce que les rapports entre classes et fractions de classe évoluent au cours du temps, de sorte que ceux d'en haut ne sont pas toujours les mêmes. Et donc la définition qu'ils ont des rapports avec la nature se modifie, et les modalités d'action sur ce qu'on appelle la nature, et c'est un problème difficile à régler, se modifient au cours du temps. Mais à l'heure actuelle, la fraction de classe qui est au pouvoir, c'est la fraction rentière. C'est elle qui assure la promotion de l'idée de marché. Quand c'est la fraction patronale qui est au pouvoir, ce qui est valorisé, c'est la solution industrielle à tout le problème. Ce n'est pas le cas pour le moment, ou c'est très peu le cas, hein, à travers quelques percées, mais c'est très peu le cas. Donc la fraction rentière représente très peu de choses. En revanche, ils sont immensément riches.
Et ils détiennent les rênes du pouvoir, puisque ce sont eux qui décident des investissements, ce sont eux qui décident du niveau de l'embauche, ce sont eux qui décident, etc. etc. Voilà. C'est très peu de monde. J'ai une conception peut-être un tout petit peu différente, parce que le cannibalisme, effectivement, dans la plupart des sociétés est tabou, il ne l'est pas dans toutes, Voilà. ou il ne l'a pas été dans toutes. Et ce qui me semble intéressant de remarquer, c'est que les sociétés dans lesquelles le cannibalisme n'est pas un tabou considèrent celui qu'on dévore non pas comme un tas de chair, mais comme un être pensant, et ce qu'on cherche à dévorer, c'est pas sa chair, mais c'est aussi son intelligence, sa puissance. Et ce n'est que comme ça, ce n'est que dans une conception comme celle-là que le cannibalisme peut survivre. Sinon, évidemment, dans une conception complètement dégradante de l'homme, le cannibalisme ne peut pas survivre. Ceci dit, quand même, je pense que dans les sociétés cannibales, c'est essentiellement les ennemis qu'on dévore. C'est pas ceux de sa propre tribu, enfin, j'en sais rien, je ne suis pas ethnologue. Ce sont des sociétés qui s'organisent sur un thème qui est celui de la gloire, donc du combat, du guerrier, et effectivement, on dévore le guerrier pour lui prendre sa force. Mais qui par contre, n'existait pas, semble-t-il, dans les populations néandertales. Vous savez qu'on a trouvé, les archéologues et les paléoanthropologistes ont trouvé des preuves que les Néandertaliens étaient cannibales, étaient anthropophages, mangeaient ou leur ennemi, enfin plutôt leurs compagnons. Et là, il n'y avait pas du tout d'idée, je ne pense pas qu'il y ait cette idée de s'approprier la force que l'on trouve, vous avez raison, dans les sociétés caraïbes, par exemple, où là c'est formel, dans les sociétés caraïbes, on mange, c'est vrai, on mange le prisonnier, ou dans la Mésoamérique, on fait des sacrifices pour s'approprier le courage, voilà. Mais c'est des sociétés beaucoup plus, bien sûr, tardives, tandis que là, on est 30 000 ans avant Jésus-Christ, hein. Donc je pense qu'il y a eu quand même une évolution. Voilà. Je suis chargé d'excuser Jean-Paul Chalulot, qui avait un comité de rédaction donc, à l'heure actuelle, donc il m'a chargé aussi, disons, de conclure. Ben, merci donc à tous les intervenants, merci à moi-même.